Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Ravi de vous retrouver une fois de plus, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Télé Sahel, pour ce nouveau numéro de Business Challenge, le magazine d'information et d'analyse économique. Ce numéro sera consacré à la célébration des 20 ans de l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Niger. A tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 17 octobre 2024, l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Niger, ONECA, a célébré son 20e anniversaire à Niamey. Cet événement a marqué 2 décennies de professionnalisation et de régulation de la comptabilité au Niger, un secteur crucial pour le développement économique du pays. Je vous laisse suivre les détails de cette édition spéciale que vous propose Business Challenge. L'ONECA a pour mission de promouvoir la professionnalisation d'experts comptables et d'assurer la protection du public. Au fil des ans, l'ordre a dû faire face à de nombreux défis, notamment la formalisation du secteur informel et l'adaptation aux évolutions des normes comptables internationales. La cérémonie a débuté par un discours du président de l'ordre qui a souligné les progrès réalisés et les objectifs futurs. Il a également évoqué l'importance d'une comptabilité rigoureuse dans un contexte économique en mutation. En 20 ans, notre ordre a su s'imposer comme un acteur majeur dans l'accompagnement des entreprises et des gestions en jouant un rôle central dans la gestion, le conseil et l'audit financier. Nos membres, par leurs compétences, leur rigueur et leur intégrité, ont su gagner la confiance de nos partenaires publics et privés, contribuant ainsi à la transparence et à la crédibilité du monde des affaires. Honorables invités, mesdames, messieurs, chers participants, nous avons surmonté des défis, mais à chaque étape, nous avons su nous adapter. La profession comptable a évolué au rythme de transformation économique, technologique et réglementaire. L'émergence de nouvelles technologies, en particulier, a redéfini notre manière de travailler. Et notre capacité à innover a été essentielle pour rester compétitif et pertinent dans un environnement en constante mutation. Des représentants du gouvernement et d'institutions partenaires ont également pris la parole, louant le rôle fondamental des experts comptables dans la bonne gouvernance et la transparence financière. Nous devons anticiper sur les changements technologiques, notamment l'intelligence artificielle et l'automatisation des processus financiers pour adapter notre cadre réglementaire et maintenir la pertinence de la profession. Moi, en collaboration avec les ordres, mettra tout en œuvre pour accompagner cette transition afin de faire des technologies un levier d'efficacité et non une menace. Les autorités du ministère de l'économie et des finances, à la tête desquelles son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, tiennent à souligner l'engagement du gouvernement à travailler en étroite collaboration avec votre profession pour relever ces défis et saisir les opportunités qu'ils offrent. Je tiens également, au nom de ces autorités du ministère de l'économie et des finances, à souligner l'importance du partenariat entre votre ordre et les institutions publiques. Vous êtes des interlocuteurs privilégiés pour le ministère de l'économie et des finances, notamment en ce qui concerne la fiscalité et la simplification administrative. Au-delà des discours, une cérémonie de décoration était à l'ordre du jour. 3 experts comptables ont été élevés au grade de chevalier de l'Ordre de mérite du Niger pour services rendus à l'ONECA. Monsieur le représentant de M. Ali Wadouboulama, qui a été président de l'ONECA de 2003 à 2013. Donc, au nom de son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, et en vertu des pouvoirs que nous sommes conférés, nous faisons chevalier de l'ordre de mérite
du Niger. Autre moment fort de la journée, l'animation de 2 panels permettant aux professionnels du secteur d'échanger sur les nouvelles tendances et proposer des perspectives sur l'avenir de la profession au Niger. Il s'agit du panel d'abord sur les visas des états financiers, un dispositif au service de la transparence de l'information financière, et un second panel qui a traité de la contribution des professionnels comptables dans l'amélioration du climat des affaires au Niger. Les dispositions finales, principalement l'article, en son article 8, indique que les États membres doivent s'y conformer dans un délai d'1 an. On verra après 14 ans, parce qu'un délai d'1 an, ça nous amène à 2010. Aujourd'hui, on est en 2024. On verra après 14 ans quelle est la situation au Niger. Je pense que le second panéliste, qui est représentant du directeur général des impôts, va nous en dire un peu plus. Et on verra aussi, à titre de comparaison, quelle est la situation dans les autres pays. Et je pense que là-dessus, j'ai échangé avec Siraj. Il va pouvoir aussi nous en dire peut-être un mot. Pour terminer avec cette directive, en résumé, à la date d'aujourd'hui, au Niger, on a 2 arrêtés, 467 et 466, qui ont été pris pour se conformer à la directive. On va voir plus tard le contenu de ces 2 arrêtés-là, ce qu'ils disent et quelle est la situation réelle. Donc, ces arrêtés, comme je disais, c'est l'arrêté 467 et 466. 467 traite du guichet unique. 466 traite du visa à proprement parler. Au passage, au Niger, on a fait 2 textes. Dans les autres pays, à ma connaissance, je parle sous le contrôle de Siraj, à ma connaissance, tous les pays qui ont pris des textes pour s'y conformer à cette directive-là ont pris un texte unique, un seul arrêté. Et nous, on a pris 2 textes, un pour le guichet unique, un pour le visa. Ce qui, on verra plus tard, peut-être dans les discussions, n'est pas si mauvais, parce qu'actuellement, cette disposition, je crois, il y a 2 ans, en 2022, on a failli mettre en place le visa sans pour autant créer le guichet unique. Donc, s'il n'y avait pas cette séparation, on n'aurait pas pu, parce qu'il fallait d'abord créer le guichet unique avant de mettre en place le visa, puisque n'oublions pas, le visa n'est qu'un instrument du guichet unique. L'autre dispositif actuel qu'on a en matière d'impôt, de régime d'imposition, c'est que tous ceux qui sont au régime réel, tous ceux qui sont constitués sous forme de société, relèvent automatiquement du régime réel d'imposition, du régime réel normal d'imposition. Or, l'arrêté instituant le visa donc, demande à ceux-là de faire viser leur état financier. Et on trouve des sociétés qui n'ont pas un chiffre d'affaires de 1 million dedans. Et vous le savez, il y a eu des réformes majeures dans le cadre d'une business où on a dit qu'il faut permettre la création d'entreprises. Les gens créent des entreprises avec un capital de 100 000. Donc, et ces entreprises-là se sont retrouvées au régime réel d'imposition, régime réel normal d'imposition, et par conséquent, si le visa des états financiers devrait être mis en route, ça va s'appliquer à eux. Et c'est une difficulté. Ils n'ont pas les moyens, donc pour répondre également encore au tarif. Donc, moi je dis que la DGI a joué un rôle important dans la mise en œuvre de cette réforme. Et non seulement parce que nous avons l'obligation de transposer une directive, de respecter une directive communautaire, mais également parce que nous faisons l'objet d'évaluations régulières sur la transposition des directives. Et ce sont des points de faiblesse lors des évaluations. Et nous avons essayé donc de satisfaire à ça. En attendant la création ou la mise en place du guichet, on dit qu'il faut accepter
des états financiers visés de quelques contribuables. On a fait un pas. Donc ça nous permettrait d'avancer en termes de transposition. Après ces brillantes interventions, des questions claires et précises ont été posées par les participants à cette rencontre. Donc j'ai une question pour chaque panéliste. La première question, c'est à l'endroit du représentant du DGI, qui nous a dit que actuellement la DGI est en réforme. Maintenant, nous en tant que professionnels, on aimerait savoir quel est le niveau, aujourd'hui, à quelle date on peut espérer avoir une mise en place effective du visa des États financiers. Donc en un mot, à quelle date on peut espérer l'opérationnalité totale du GUIDEF? Donc ma deuxième question s'adresse à M. Sidibé. Dans sa présentation de l'article 466, je crois que c'est l'article de l'arrêté 466, pardon, je crois que c'est l'article 6 qui parle de certification des états financiers par le GUIDEF. Et ça, à mon avis, je ne sais pas, mais M. Sidibé va nous éclairer là-dessus. Dans ma compréhension, est-ce qu'il y a une autre mission de certification par ce GUIDEF ou bien c'est des travaux qui seront définis après, qui émanent de l'administration fiscale? J'ai une question qui fera réagir les deux. L'objectif principal du visa, c'est avant tout d'apporter de la transparence, n'est-ce pas, et de la crédibilité à l'information financière. La question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les défis auxquels les professionnels comptables, mais également l'administration fiscale, il faut dire peut-être la DGI, va être confrontée dans la mise en œuvre du visa, au regard bien sûr de notre économie, c'est-à-dire le fonctionnement aujourd'hui de notre économie. J'ai deux questions. Donc, concernant le minimum requis au niveau des entreprises pour les états financiers, on en a parlé qu'il n'y a même pas un minimum requis. Je voulais savoir qu'est-ce que l'ONECA prévoit pour relever le niveau des entreprises. Ma seconde question, ça concerne l'exercice illégal de la profession. Comment cela impacte le métier? Est-ce que vous avez une statistique des faux cabinets? Et quelle stratégie pour y remédier? Au niveau de la certification, peut-être comme le temps nous a fait défaut, je n'ai pas pu approfondir. Au niveau de la certification de la GUIDEF, j'ai dit que ça posait problème, compte tenu des diligences que nous, on a déjà menées en amont, que ça peut poser problème. En fait, pour ce point-là, réellement, comme c'est écrit dans l'arrêté, ce qu'il va falloir faire, c'est que nous allions vers les services de la DGI pour clarifier le point. Parce que moi, j'aurais, dans mon entendement, j'aurais compris simplement, vérification de conformité. Donc, il y a un checklist rapide sur lequel on met un agent, il vérifie. Et si c'est OK, on donne, il y a un document qu'on n'a pas évoqué, on donne, il y a un récépissé de dépôt pour la certification. Mais certification, dans notre entendement, c'est certainement pas ça qu'ils vont faire. Parce que non seulement ils n'en ont pas les moyens, et je pense que d'après ce que j'ai compris dans ces textes-là, ce n'est pas leur mission. Leur mission, c'est centraliser, vérifier la conformité, et 3, distribuer aux 4 parties prenantes, BCAO, INES, greffe du tribunal de commerce et le service gestionnaire de la DGI. Donc vraiment, c'est une question pertinente. Je pense qu'il faut que l'ordre aille voir les services de la DGI concernés, même avant la mise en place du GUIDEF d'ailleurs, puisque le texte autorise à ce qu'on fasse le visa sans la mise en place du GUIDEF. Il y a la disposition transitoire, elle est très claire. Donc c'est ça que je peux donner comme réponse. Parce que le terme certification, nous, quand on le voit, ça nous parle. Mais ça ne parle pas à tout le monde. C'est ça la difficulté. Peut-être que ceux qui ont rédigé le texte ne l'entendaient, certainement qu'ils ne l'entendaient pas comme ça. La question sur les défis. Moi, cette question-là, je pense qu'un des intérêts
des 3 textes qu'on vient de voir, particulièrement les 2 arrêtés du Niger, un des intérêts, c'est qu'il confie l'ensemble de la mission de visa, confie aux experts comptables. Et ça, c'est une garantie. Parce que eux, c'est leur métier. Si on avait coupé-collé la directive, on aurait eu beaucoup de problèmes aujourd'hui. Parce que dans la directive, il y a 3 autres personnes qui peuvent faire au moins 2 autres personnes qui peuvent faire de la certification, qui ne seront certainement pas qualifiées, parce que dans l'ordre institutionnel des choses, les gens qualifiés pour ce travail sont dans l'ordre des experts comptables. Donc, une des premières, vraiment, l'avantage qu'on retire de ces textes-là, c'est le fait de confier de façon exclusive, quasiment donner un monopole à l'ordre des experts comptables. Ils sont qualifiés, donc ils vont faire le travail. En ce sens, on peut dire qu'il y a une vraie présomption de qualité et de fiabilité des états financiers. Et je crois que quand vous lisez bien les textes, si on a eu le temps vraiment de les parcourir intégralement, vous allez voir partout, il y a de façon transversale ce souci de qualité et de fiabilité des textes. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à... Je crois que vraiment c'est ça le nœud. Il faut s'en féliciter. Parce que s'ils nous avaient mis avec d'autres personnes, on ne peut pas garantir la qualité. Oui. On garantira ce qu'on a fait, mais on ne peut pas garantir ce que les autres ont fait. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est satisfaisant comme réponse, mais vraiment ce qu'on peut apporter. Merci. Si vous avez écouté ce que j'ai exposé, j'ai dit que nous avons été instruits pour mettre ça dans la loi des finances 2025. Et vous allez lire ça noir sur blanc, on vous garantit dans la loi. Et pour ça, on est en train de travailler même en collaboration avec certains membres pour qu'on identifie les dispositions fiscales à modifier ensemble. Nous allons les proposer et on convient de ce qu'il faut rédiger dans la loi pour que ça soit de manière, en tout cas, itérative et quelque chose qui sera appliqué sans flou, comme ça a été le cas de la certification plutôt par le GUIDEP. Et pour moi, je veux répondre aussi à cette question, s'il n'y a pas de flou sur ça. Le GUIDEP, on dit, délivre un certificat après avoir vérifié que les états financiers comportent un bilan, un compte de résultats, un tableau de flux financiers et les annexes, plus le visa du professionnel. C'est ça que le GUIDEP, au vu de ces éléments, il délivre le certificat. Donc ce n'est pas, c'est juste un contrôle formel qui permet de délivrer. Donc il n'y a aucun blocage sur ce niveau. Il n'y a aucun niveau. C'est ça qui est écrit dans le texte. Donc je vous assure, vous n'avez pas besoin, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de chercher autre chose. C'est dans le texte. C'est comme ça. Donc on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Non. Il n'y a aucun besoin sur ça. Et je peux vous le dire, c'est comme ça le texte le dit. Oui. D'accord. Ensuite, maintenant, Monsieur Hama avait posé une question sur les défis que cela peut constituer pour l'administration fiscale et pour le professionnel. Il a répondu pour le professionnel. Moi, je vais vous dire que nous, administration fiscale, on a plus peur de la mise en œuvre de ça. On veut bien respecter une directive, se conformer à une directive, on veut bien faire, parce que l'objectif poursuivi, on l'a exposé depuis ce matin, c'est la crédibilité et la transparence des informations financières. Et ça nous permet de mobiliser plus de recettes. Mais on a peur de la résistance que peuvent avoir les contribuables, parce qu'ils ne veulent pas de la transparence. C'est ça le problème. La Chambre de commerce n'est pas là pour... cet arrivant qui les représente bien. Les contribuables nigériens, ils ne veulent pas de la transparence. Ils ne veulent pas de la transparence. Donc, ça va être... Le premier défi, c'est la résistance. Le deuxième panel, qui a traité de la contribution des professionnels comptables dans l'amélioration du climat des affaires au Niger, a quant à lui été animé par Seyni Seydou, représentant du ministère du Commerce, Hama Hamadou, conseiller du Premier ministre, Nuhutari, expert comptable au cabinet fiduciaire Conseil et Audit, et Ndoy, courtier en assurance. Il s'agit ici, comme son nom l'indique en anglais, doing business, faire des affaires,
de mesurer la facilité ou la difficulté de faire des affaires dans une économie. Et il est basé sur 10 indicateurs. Les 10 indicateurs sont la création d'entreprises. Deuxième indicateur, l'octroi de permis de construire. Le troisième indicateur, le raccordement à l'électricité. Le quatrième indicateur, le paiement des impôts et taxes. Le cinquième, le transfert de titres fonciers. Le sixième, l'obtention de crédit bancaire. Le septième, le commerce transfrontalier. Et le huitième, il y a l'exécution des contrats. Et il y a le neuvième qui porte sur la protection des investisseurs minoritaires. Et enfin, le dixième, le règlement de l'insolvabilité. Donc, ce sont des indicateurs qui ont été, on doit dire, proposés par la Banque mondiale à tous les pays qui ont adhéré dans le programme Doing Business et qui lui permet de mesurer sur la base de ces indicateurs, bien entendu, si dans un pays, il est facile ou il est difficile de faire des affaires par rapport à la réglementation qui a été, en fait, qui est mise en place. Nous savons tous que le Doing Business, qui devrait être produit par des gens très sérieux, les vôtres notamment, et les économistes, des chefs d'entreprise et bien d'autres, malheureusement, les informations en 2018 et 2020 étaient corrompues. Je le dis pourquoi? Parce que vous êtes des comptables. Et je crois savoir que Luca Pacioli, au XVe siècle, quand il a donc fondé les principes de la comptabilité, donc sur une image fidèle de la situation financière d'une entreprise ou d'un commerce, le fait de donner des indications sur les performances passées et futures pour que les décideurs puissent décider de manière assez confortable, probablement il ne visait pas à de telles pratiques où un certain nombre de pays, parce qu'ils étaient puissants, ont pu corrompre les données. C'est ça qui a abouti donc bien évidemment à la suspension et puis l'arrêt complet des publications de Doing Business via la Banque mondiale. Sur les 10 critères qui ont été cités tout à l'heure pour le Doing Business, nous sommes concernés par tout. Mais l'un des points importants en lien avec ce qu'on a vu comme panel premier tout à l'heure, c'est ce que nous appelons, nous, les paiements des impôts et des taxes. Tout à l'heure, le chef de la division, M. Seni, a précisé que nous avons eu des points avec certains éléments, notamment le CARFI, qui constitue un élément important pour un investisseur. Je rappelle que le CARFI est l'organe qui, après les différents recours qu'on fait au niveau de la DGI, au niveau du ministre des Finances dans certains cas, recevait les demandes qui sont faites par les contribuables et de la DGI. Et en tant que mixte des deux parties, il arrive à se prononcer. Généralement, c'est parce que l'administration a émis des avis, des redressements. Le CARFI ne peut que réduire lorsqu'il constate. Mais cela n'a pas convenu à l'administration fiscale. Parce que chacune des décisions ne fera que diminuer. Puisque l'administration a fixé les montants assez hauts. Si les règles sont respectées, on maintiendra le montant. Si les règles ne sont pas respectées, on descendra. Ce qui fait donc aujourd'hui, ils ont considéré que par ordonnance, sans passer par une assemblée, ils ont pu supprimer le CARFI. C'est un recul important dans le climat des affaires. Les assurances, comme les banques, constituent un maillon très important de l'économie d'une nation. Et les assurances travaillent avec des experts comptables. Et ça, le législateur communautaire ne s'est pas trompé en disant que les compagnies doivent avoir 2 commissaires aux comptes.
J'y reviendrai, ça veut dire que les commissaires aux comptes occupent une place très importante au sein des compagnies. L'autre aspect, le personnel comptable aussi occupe, bien que dans certaines compagnies, on ne leur donne pas de place, mais ils occupent une place et doivent occuper une place très importante et j'y reviendrai pourquoi. Depuis la mise en place des indicateurs du Doing, donc sur le marché nigérien a connu 3 compagnies d'assurance nouvelles qui se sont créées. Et c'est un secteur où la loi exige un capital très élevé. Au départ, on était à 300 millions. On est passé à 1 milliard. On est passé à 3 milliards et on doit passer à 5 milliards. Les compagnies n'ont pas pu suivre. Dans certains marchés, il y a eu des difficultés. Sur le marché nigérien, néanmoins, les sociétés ont pu, parce que la dernière étape, c'était 3 milliards. On doit passer normalement en fin 2024 à 5 milliards, mais la réaction unanime sur l'ensemble des marchés a fait que le délai a été encore reporté. À ces 5 milliards, on a extrait les sociétés vie. Elles vont s'arrêter à 3 milliards. Mais est-ce que ces sociétés ont besoin autant d'argent pour pouvoir faire leur activité? Parce que l'investisseur aussi, il s'attend à ce qu'il y ait des retours. Or, quand on regarde la réglementation qui gère, la réglementation du secteur des assurances, avec un contrôle très sévère basé à Libreville, le premier texte dit que le contrôle des sociétés d'assurance se fait dans l'intérêt des assurés. La journée s'est clôturée par un speech du président de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Niger, ONECA, qui symbolise une volonté collective de promouvoir une culture de la comptabilité rigoureuse indispensable à la prospérité économique du Niger. J'ose espérer que nous avons tiré beaucoup de choses de ces 2 panels et que ça va enrichir nos prochaines discussions et nos prochaines interventions en tant que professionnels comptables. Surtout la question des visas des états financiers, c'est un challenge que nous allons relever. Vous avez vu toutes les attentes que les acteurs ont formulées à notre égard, donc on n'a pas droit à l'erreur. Nous devons relever ce défi afin de garantir la qualité attendue de nous. Je ne saurais terminer sans remercier l'ensemble des participants qui sont restés malgré les débordements du temps et le fait que la cérémonie a démarré en retard. Vous êtes restés quand même suivre les différentes interventions des 2 panels. Vraiment, je vous dis merci, grand merci, et que Dieu vous bénisse. La célébration des 20 ans de l'ONECA a non seulement été un moment de réflexion sur le chemin parcouru, mais également une occasion de se projeter vers l'avenir. Ainsi, les experts comptables du Niger sont déterminés à jouer un rôle clé dans le développement économique du pays. Mesdames et messieurs, vous avez certainement suivi avec intérêt ce numéro de votre émission Business Challenge qui traite de la célébration des 20 ans de l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Niger. Vous pouvez continuer à interagir avec l'équipe digitale de Impactcom Media sur les adresses qui s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également écouter notre radio Challenge FM sur 96.6 MHz. Au revoir et à très bientôt. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.